Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de l'OCDE où l'expertise se confronte à l'expérience. L'enfance est une période critique au cours de laquelle les individus développent un grand nombre de compétences nécessaires pour s'épanouir plus tard dans la vie. La promotion du bien-être des enfants n'est pas seulement une fin importante en soi, mais elle est également essentielle afin de préserver la prospérité et la soutenabilité de l'économie pour les générations futures. Pour concevoir des politiques efficaces en faveur du bien-être de nos enfants, les responsables publics ont besoin de données complètes qui rendent compte du quotidien des enfants. Et c'est là qu'intervient l'OCDE. Je m'appelle Kim Chardon et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Thévenon. Olivier, vous dirigez aujourd'hui l'unité du bien-être des enfants au centre de l'OCDE pour le bien-être, l'inclusion, la durabilité et l'égalité des chances. Vous suivez notamment les progrès réalisés en matière de bien-être de l'enfant et fournissez des conseils en matière de politique afin de garantir que les enfants disposent des meilleures opportunités pour s'épanouir et se développer dans de bonnes conditions. Bonjour Olivier. Bonjour Kim. Alors du coup, pouvez-vous nous dire où en sommes-nous aujourd'hui en matière de bien-être global des enfants ? Alors effectivement, vous avez raison de le souligner, le bien-être, c'est une notion complexe et surtout multidimensionnelle. C'est d'abord un ensemble de conditions de vie matérielles dans lesquelles les enfants vivent et grandissent. Et puis, on touche à différents aspects de la vie des enfants. C'est d'abord aussi la satisfaction que les enfants peuvent avoir dans leur vie, dans leur appréciation subjective du fait qu'ils sont satisfaits, heureux. Mais c'est aussi des dimensions qui concernent leur santé physique, voire leur santé mentale, et aussi l'ensemble des compétences que progressivement, au cours de l'enfance, ils acquièrent, leurs compétences cognitives, mais aussi leurs compétences émotionnelles, apprendre à interagir avec les autres, à contrôler ses émotions. Et puis, c'est aussi leur aptitude à apprendre qui est concernée par leur bien-être. Tout ça forme un ensemble, souvent interdépendant. Être en bonne santé a un effet sur la capacité à pouvoir aller vers les autres, à pouvoir apprendre. Et c'est toutes ces interdépendances que l'on essaye de prendre en compte lorsque l'on parle du bien-être des enfants. Et du coup, pouvez-vous nous dire où en sommes-nous aujourd'hui en matière du bien-être global des enfants dans le monde ? En tout cas dans les pays de l'OCDE. Alors, lorsqu'on regarde les données que l'on a pour appréhender ce bien-être des enfants, et lorsqu'on regarde en particulier la satisfaction qu'expriment les enfants dans leur vie, on a des raisons de nous inquiéter, puisqu'on observe que seul un tiers des adolescents de 15 ans se déclarent très satisfaits de leur vie dans les pays de l'OCDE. Et pour être tout à fait honnête, on peut trouver que c'est plutôt faible dans des pays où le progrès économique et social est censé profiter à tous, y compris aux enfants. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui, du coup, que les gouvernements mettent le bien-être des enfants au premier plan ? La question du bien-être des enfants dans les politiques, c'est une question qui est souvent assez récente. Mais on observe qu'un nombre croissant de pays mettent cette question à l'agenda de leur politique. Et c'est une raison de se réjouir. Et comment, du coup, pouvons-nous exploiter les données que vous produisez, par exemple, dans votre service, pour que les décideurs politiques élaborent des politiques efficaces pour le bien-être des enfants ? Alors, pour pouvoir élaborer des politiques, on a d'abord besoin de données pour savoir quelle est la situation des enfants. Et nous essayons de produire des données comparatives sur les différents aspects du bien-être des enfants que je mentionnais, pour aider les pays d'abord à se mettre d'accord sur la situation des enfants. Quels sont les enfants qui expriment plutôt une forte satisfaction dans la vie ? Et du coup, est-ce que les choses sont différentes pour les garçons et les filles aujourd'hui ? Je pense notamment aux travaux de Richard Reeves que nous avons reçus à l'OCDE, qui est l'auteur entre autres de Of Men and Boys, qui indique des disparités entre les garçons et les filles,
et s'alarment des difficultés croissantes des jeunes hommes d'aujourd'hui en matière par exemple d'éducation, de travail ou de vie familiale. Alors, il est vrai que les choses sont différentes pour les garçons et les filles et que ça devient particulièrement visible à l'adolescence. Comme vous le savez, l'adolescence est une période qui est semée d'embûches pour les deux sexes, pour les filles comme les garçons. Et il est vrai que les garçons ont tendance à adopter plus fréquemment des comportements à risque et ils n'ont pas toujours des attitudes très positives vis-à-vis de l'éducation. Par exemple, dans nos données PISA, on identifie que moins de garçons que de filles pensent que faire de gros efforts à l'école est important ou bénéfique pour leurs études futures ou pour leur carrière future. Ils témoignent aussi de moins de satisfaction à améliorer leur performance passée. Les garçons aussi font plus souvent partie que les filles du groupe d'enfants les moins performants à l'école. Et ils sont aussi plus susceptibles de se désengager de l'école que les filles. Mais ce qui est aussi beaucoup plus préoccupant de mon point de vue, c'est que les garçons perçoivent moins de soutien de la part de leur environnement, que ce soit à l'école, où, par exemple, ils perçoivent leurs professeurs moins souvent que les filles comme étant justes dans leurs décisions. Ils se sentent aussi moins soutenus par leurs parents pour leur travail scolaire ou pour acquérir une confiance en eux. Et puis, les garçons ont aussi plus de problèmes de comportement que les filles. Ils sont plus susceptibles de manifester des troubles de comportement, de participer à des bagarres physiques ou d'être impliqués dans des processus de brimade. Mais une fois qu'on a dit ça, la vie des filles n'est pas non plus un long fleuve tranquille. Elles sont plus susceptibles de déclarer une faible satisfaction à l'égard de la vie que les garçons ou à faire état de problèmes de santé mentale tels que montrer des symptômes d'anxiété, de dépression ou des troubles de l'alimentation. Et les filles aussi ont tendance à s'automutiler plus souvent que les garçons. Et donc, toutes ces données montrent que l'adolescence est réellement semée d'embûches pour les filles comme pour les garçons, que garçons et filles peuvent être confrontés à des problèmes spécifiques qui nécessitent une attention particulière et qui peut requérir un soutien particulier ou spécialisé pour les aider. Mais du coup, est-ce que cela veut dire que devrions-nous traiter tous les enfants de la même façon, du coup ? Ou est-ce que les gouvernements devraient adopter des politiques différentes par genre ? Ce qu'il faudrait, et ce qu'il faut, et ce que font les pays dès à présent, c'est d'abord reconnaître que le bien-être des enfants est une question globale, comme on le mentionnait au début de notre entretien. C'est-à-dire que souvent, les filles et les garçons les plus vulnérables et les plus désavantagés font face à des problèmes dans de multiples domaines de leur vie. Et c'est le rôle des politiques d'essayer de prendre en compte ces problèmes et de répondre aux besoins dans ces multiples domaines de la vie, à l'école, le rôle des professeurs, dans la famille, le rôle des parents, le soutien que les politiques peuvent apporter en matière de santé, en matière sociale, en matière de conditions de vie matérielles, en matière d'aide aux enfants à l'école. Tout ça doit être pris en compte et c'est en prenant en compte ces multiples domaines que l'on peut réellement changer la situation des enfants les plus vulnérables. Ça ne nécessite pas forcément de labelliser une politique pour les garçons ou pour les filles, mais c'est en prenant en compte tous ces aspects que l'on peut essayer d'améliorer la situation des garçons si effectivement ils font face plus souvent que les filles à un ensemble de problèmes. C'est en répondant à cet ensemble de problèmes que l'on pourra améliorer leur situation et améliorer aussi leur situation vis-à-vis des filles. Alors que la pandémie de Covid-19 n'a fait qu'exacerber les défis existants et en a introduit de nouveaux, je voudrais maintenant aborder la pauvreté des enfants dans les pays de l'OCDE. Donc, grandir dans un milieu socio-économique défavorisé
a forcément des effets importants sur la vie des enfants. Et du coup, comment le désavantage socio-économique de l'enfance affecte la vie d'adulte, par exemple sur l'accès au marché du travail ou sur la santé? Alors, on a conduit une étude très récemment qui tentait d'examiner exactement les points que vous mettez en avant en regardant la façon dont l'expérience d'un désavantage socio-économique dans l'enfance affectait à la fois les résultats en matière d'éducation, le niveau d'éducation atteint par les enfants, et plus tard, leur insertion sur le marché du travail, le fait d'avoir un emploi ou non, et puis leur niveau de revenu, et également leur santé. Et notre étude a montré que les adultes en âge de travailler qui ont connu un désavantage socio-économique dans l'enfance sont de 3 à 6 points de pourcentage moins fréquemment en emploi à l'âge adulte. Et lorsqu'ils sont en emploi, ils gagnent environ 20% de moins que les adultes qui ont eu une enfance plus favorable. Ils sont aussi en moins bonne santé et cela peut avoir aussi un coût pour l'économie et la société. L'écart est du coup très important. Quelle politique pourrait y faire face? Alors des politiques qui attaquent ces problèmes par tous les fronts, je dirais. D'abord, en aidant les familles à vivre dans des conditions de vie matérielle convenables, un logement convenable, une situation économique convenable, c'est-à-dire avoir un accès à un emploi, et quand l'emploi n'est pas suffisant pour atteindre un niveau de revenu minimum, compléter ces revenus par des aides financières comme le font les politiques sociales dans de nombreux pays. Mais ce ne sera pas suffisant pour régler tous les problèmes auxquels les enfants font face lorsqu'ils vivent dans un milieu socio-économiquement défavorisé. Cela peut engendrer des difficultés à l'école, et dans ce cas, il faut des politiques à l'école qui soient capables de prendre en compte les besoins particuliers de ces enfants. Ces enfants aussi, comme l'a montré nos études, peuvent développer des problèmes de santé particuliers. Il faut aussi des politiques qui soient attentives à la prise en compte de ces problèmes de santé qui peuvent se développer très tôt dans l'enfance. Et puis, plus globalement, il faut aussi des politiques qui permettent aux enfants de se développer dans un environnement favorable à leur développement socio-émotionnel. Du coup, pour conclure, peut-on dire que la situation n'est globalement pas très bonne et doit-on s'inquiéter ? Alors, il y a certainement des raisons de s'inquiéter, car comme je le disais précédemment, une proportion assez importante d'enfants ne paraît pas satisfait de leur vie, et la pandémie a exacerbé des problèmes qui déjà étaient sous-jacents dans de nombreux pays. Cela étant, il y a aussi des raisons de rester optimiste, car le bien-être des enfants est mis à l'agenda des politiques d'un nombre croissant de pays. C'est ce qu'on a pu constater dans une étude en cours que l'on est en train de finaliser, qui a questionné les pays sur les actions et initiatives en cours pour favoriser le bien-être des enfants. Et ce que l'on a constaté, d'ailleurs à notre grande surprise, c'est que, en gros, plus de la moitié des pays de l'OCDE ont des plans d'action qui visent à améliorer le bien-être des enfants, et ces plans d'action visent à mieux intégrer leurs politiques. Ils adoptent des plans de politique intégrés qui visent à prendre en compte les différents aspects du bien-être des enfants que je mentionnais au début de notre entretien. Pour beaucoup de pays, ces plans sont une nouveauté. Le bien-être des enfants est très récent dans l'agenda des politiques, et donc c'est quelque chose qu'il faut continuer à suivre, c'est quelque chose qu'il faut continuer à encourager et à aider. Et nous faisons tout ce qui est notre possible à l'OCDE pour aider les pays à connaître mieux les initiatives qui sont prises dans certains pays, à partager ces connaissances, partager les connaissances sur ce qui a un effet sur le bien-être des enfants. Et c'est très positif de voir qu'un nombre croissant de pays sont engagés dans cette direction.
Merci beaucoup Olivier. Merci beaucoup Kim. J'espère que vos éclairages permettront aux auditeurs de mieux comprendre les enjeux autour du bien-être des enfants et de l'importance de vos travaux, de ceux de l'OCDE en la matière. Merci encore Olivier d'avoir répondu à nos questions. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le portail de l'OCDE sur le bien-être des enfants, ainsi que nos pages autour de la famille et des enfants. Pour écouter d'autres podcasts de l'OCDE, retrouvez-nous sur OECD iLibrary, la bibliothèque en ligne de l'OCDE, avec les podcasts et leurs transcriptions, et aussi bien sûr sur iTunes, Spotify, Google Podcasts et sur SoundCloud.